Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Christophe. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour partager quelque chose, Christophe, qui nous a absolument bluffé. Absolument. On avait déjà, lors de la séquence du CES en janvier, vu qu'il y avait au CES 50 fabricants de robots différents, des mains dans tous les sens, 5 doigts, 4 doigts, des capteurs au bout, etc., que l'on s'est dit il faut absolument aller approfondir ce sujet et passer un peu de temps en Chine. Donc on a décidé d'y aller fin janvier, début février. On a passé une grande semaine. Mes slides par contre, hein. Sinon ça a moins bien marché. Et on a décidé d'y aller avec une petite délégation. Donc pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a un bureau de veille à Tokyo, Bouygues, qui fonctionne bien, avec une présence à Shanghai, moi, je veux présenter ça. Hein. Et une présence à Séoul. Et donc, on a décidé de faire cette immersion en Chine avec Olivier Roussat, donc le patron de la boîte, le DG du groupe, Édouard Bouygues, Pierre-Éric Saint-André, qui est le président de Bouygues Construction, et puis quelques personnes de Colas et... ça va venir, c'est la magie du basculement de HDMI. Et donc, on a passé cette semaine là-bas pour essayer de comprendre ce qui était en train d'être cuisiné par les cuisines chinoises. Alors, merci Christophe d'avoir un petit peu meublé. En effet, direction la Chine, avec une délégation quand même d'un bon niveau, très importante, d'un bon niveau, qui montre, Christophe, l'intérêt de tous les métiers du groupe pour ce sujet. Absolument. Le meilleur sponsor de cette délégation, c'était effectivement Olivier Roussat, qui a l'intuition que ce métier, enfin cette robotique qui arrive, va percuter nos métiers à plusieurs niveaux. Et donc, on avait des dirigeants de, on va dire, une grande partie de nos métiers, du digital avec Equans, de Colas et de la construction. Alors, premier sujet, Christophe, c'est que cette histoire de robots, c'est pas des initiatives isolées, hein, c'est une stratégie de pays. Absolument. On retrouve un peu la stratégie d'ailleurs qui avait eu lieu dans l'automobile. Vous vous souvenez, il y a quelques années, pour les véhicules électriques, il y avait 150 constructeurs de véhicules électriques en Chine. Aujourd'hui, ça s'est resserré. Il y a BYD, il y a Xiaomi, il y a un certain nombre de grandes marques qui font des grands volumes. Et donc pour la robotique, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, souvent, les fabricants de robots sont un peu tutorisés par des grands constructeurs, que ce soit Huawei, que ce soit BYD, et donc il y a des grands pôles, à la fois géographiques et d'excellence, qui sont en train de se dessiner. Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous partager les grands enjeux, finalement, de ce sujet pour la Chine ? Alors, pourquoi la Chine pousse fort sur la robotique ? C'est que le taux de natalité entre 2023 et 2024 a baissé de 17%. Donc, il y a un problème pour les métiers, en tout cas les métiers les moins attractifs, les métiers pénibles, de retrouver. Alors, on trouve ce même sujet en Corée et ce même sujet au Japon. Absolument. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet commençons donc par voir, finalement, par-delà ces hubs géographiques, il y a une dichotomie entre les robots qu'on a vus. Hein. On va vous parler de deux types de robots. Premier type de robot, les robots de spécialité. Et puis la deuxième partie, ce sont les robots humanoïdes. Et donc pour les robots de spécialité, en fait, ce sont les grandes entreprises de travaux publics locales, dans notre cas de figure, puisqu'on s'intéressait beaucoup au métier de la construction, qui ont, avec leur R&D, construit des robots. Alors des robots qui poncent, des robots qui peignent, des robots qui talochent, des robots qui percent, qui ancrent. Et donc à chaque fois, c'est un robot spécifique qui a une tâche et une seule tâche et qui permet de gagner en productivité. La règle du jeu, c'est toute tâche qui peut gagner 15% grâce à l'introduction d'un robot verra l'apparition d'un robot de spécialité. Hein. Et ce qui fait qu'on a effectivement une grande multiplicité de robots. Si on prend l'exemple de ce robot-là, le robot qui va peindre, donc il y a bien sûr un modèle BIM qui a été réalisé, mais qui n'est pas précis au millimètre. Donc il commence par faire entrer un petit robot qui va reprendre une construction 3D
exact au millimètre du dispositif, et ensuite ils font rentrer le robot et qui passe de pièce en pièce. Et généralement, il y a un opérateur pour 5 ou 6 robots. Alors, Christophe, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles finalement, parce que ça c'est la robotique, mais finalement, quel est le business model qu'il y a derrière ces robots de spécialité, hein, Alors, ils ont effectivement développé plusieurs business models. Soit vous pouvez bien sûr acheter le robot de manière classique, soit vous pouvez utiliser le robot as a service. Vous louez le robot pour une durée, une période, un chantier, soit vous louez finalement le service complet. Et donc c'est l'entreprise qui vient avec ses robots et qui vous fait une prestation, donc moins chère probablement qu'une prestation classique. Exactement. Et ça, c'est la grande nouveauté. Alors là, on voit les robots de cette société qui est en fait une filiale d'un grand développeur immobilier chinois. On l'a vu tout à l'heure rapidement sur la carte, vous l'avez vu passer de la région de Foshan. Un développeur immobilier qui s'était dit la robotique va nécessairement modifier la construction et donc je crée au sein de mes entités cette équipe robotique. Et puis finalement, avec la crise immobilière dont vous avez tous entendu parler en Chine, ils ont décidé de spin-offer cette structure pour en faire un centre de profit. Et d'ailleurs, la personne de la R&D qui a développé ces dispositifs, c'était l'ancien directeur scientifique de Fanuc. Absolument. Donc vous voyez, ils prennent de la bonne compétence, ils adaptent sur les métiers, ils connaissent parfaitement le métier et ils déploient. Alors ici, vous voyez l'entrepôt des robots, c'est-à-dire des robots qui sont prêts à être expédiés vers leur prochain chantier. Mais ce business model, ce nouveau business model autour du sous-traitant robotisé finalement, imaginez sur nos chantiers d'avoir un sous-traitant qui vous dise moi, pas de problème, je vous fais 15% en moins, laissez-moi faire, j'arrive avec mon équipe. Et surprise, l'équipe, c'est pas des humains, c'est des humains plus des robots, parce que bien sûr, il y a toujours des humains. Et pour rester peut-être sur ces robots spécialisés dans la construction, à Hong Kong, une loi est passée en décembre 2025. Cette loi impose aux constructeurs de travaux publics, pour les contrats supérieurs à 30 millions de Hong Kong dollars, 3 millions d'euros, d'utiliser des robots. Donc du coup, c'est en train de doper finalement l'utilisation opérationnelle de ces robots. Et vous voyez cette circulaire qu'on a reproduite ici même, qui indique que dès le mois d'avril, 26, donc c'est dans 10 jours, il devra y avoir des robots sur tous les chantiers hongkongais. Et d'ailleurs, dans notre périple, on est donc passé à Hong Kong, puisqu'on a une activité à Hong Kong qui s'appelle Dragage, qui est dans le groupe Bouygues depuis une 60aine d'années, qui fabrique des ponts, des tunnels, souvent très complexes. Donc on est allé visiter une extension d'un tunnel de métro, et effectivement, ils utilisaient pour faire des perçages déjà un certain nombre de machines, souvent d'ailleurs des 3 acteurs que l'on a vus, c'est-à-dire CSC Robots, Bridgemaster Robotics, et puis le 3e, Webuilt. Absolument. Alors, passons maintenant au 2e type de robot. Et là, Christophe, on est avec une approche exactement inverse de l'approche qu'on vient de décrire. Explique-nous ça. Absolument. Donc d'abord un écosystème chinois très intégré dans la micromécanique, les petits moteurs, les articulations. Et donc, à l'aide de cette intégration, des acteurs nouveaux sont arrivés. Donc les plus connus que vous connaissez, Unitree, Agibot par exemple, mais d'autres moins connus comme Engine AI, ont assemblé des robots qui ont gagné en agilité de manière incroyable depuis un an. Je me souviens, là, il y a une année, on avait organisé une matinée d'innovation au mois de mai avec le CNRS et notamment le laboratoire LAS de Toulouse. C'est quand même les cadors français sur le sujet. Ils étaient venus avec un robot H1 d'Unitree, le grand, qui marchait de manière très compliquée. C'était pas du tout souple. Là, maintenant, c'est plus du tout ça. Ce que vous voyez là, c'est vraiment les images que nous avons prises. Alors absolument, ça c'est absolument bluffant. Le principe est très simple.
le monde tel que nous le connaissons, il est adapté finalement aux hommes, parce que notre morphologie de quadrupède, eh bien, nous avons en quelque sorte fait en sorte, et depuis des millions d'années, que voilà, le monde qui nous entoure bien soit adapté à ça. Donc, première étape, on va essayer de copier de la manière la plus parfaite les capacités physiques d'un robot, et même certains robots, alors ceux-là ne sont pas chinois, mais on les a vus au CES juste avant. Voici le robot de Boston Dynamics, qui est en fait un robot de Hyundai, qui s'appelle Atlas. Eh bien, vous voyez que ce robot, il fait des choses. Moi, j'ai du mal à tourner la tête à 360 degrés. Malheureusement, il faut que je tourne en même temps le bassin. 56 degrés de liberté. Et donc, première étape, Christophe, on a un robot qui est capable de faire au moins ce que fait un humain, voire plus. Mais après, c'est quoi la deuxième étape ? La deuxième étape, c'est que finalement, ce robot, il est dit inintelligent, hein, il s'est bougé dans tous les sens, et ils ont constitué des data factories, des usines, des petits centres qui entraînent les robots. Donc, à faire une tâche spécifique. Je veux faire du repassage, je vais entraîner mon robot à faire du repassage. Et donc, je lui passe de vidéos, je repasse avec un système d'apprentissage individuel. Et donc, je vais enrichir finalement et créer des applications, des petits modules qui vont permettre de rendre mon robot intelligent sur une tâche. Donc, on est dans le modèle de l'iPhone et de l'App Store. Hein. Le matin, je télécharge l'application Neurochirurgien pour effectuer un pontage dans mon cerveau. Et l'après-midi, je télécharge l'application Plombier pour réparer la fuite de ma salle de bain. Attention, ne pas intervertir, Christophe, les deux applications. Donc, ces robots humanoïdes, on voit la vitesse spectaculaire, mais effectivement, on peut peut-être revenir une minute sur ce qui nous a surpris, quelque chose dont on ignorait l'existence, ces fameuses écoles des robots dans lesquelles les Chinois viennent entraîner leurs robots. Seulement, ils ont donc décidé d'investir 1 milliard de RMB, c'est-à-dire 100 millions d'euros à peu près, pour doper ce dispositif et donc créer également un business model, un revenu. Hein. Donc on achètera demain un robot et puis des applications qui servent à la journée, à la semaine, à l'année. Voilà. Alors, on a dans les quelques minutes qui nous étaient allouées avant d'ouvrir petit film, pour les questions, voilà, balayer tout ça, et on voulait vous résumer ces quelques propos en un film qui a été projeté, Christophe, devant le conseil de groupe vendredi dernier, devant les top 600 du groupe Bouygues, qui raconte un peu cette séquence avec quelques interviews. Regardez-les bien. Ils ne sont plus de la science-fiction, mais une réalité industrielle massive. Leur nom, Ubitech, CSC Robots ou encore Unitri. Leur capacité, courir, porter des charges et surtout, apprendre à une vitesse vertigineuse grâce à l'intelligence artificielle. Ici en Chine, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la certitude qu'en termes d'innovation, nos processus de fabrication nous permettent de nous différencier de nos concurrents. Et donc s'il y a un moyen d'être plus productif avec ce genre de robots, il est nécessaire qu'on puisse les intégrer à l'intérieur de nos process au sein du groupe. Peinture, ponçage, nettoyage ou encore découpe de béton, ils réduisent les accidents, la pénibilité des tâches, mais ne remplacent pas l'expertise. Le constat est sans appel. Cela se passe loin de chez nous, en Chine, mais cela arrive très vite. On a vu une vitesse d'exécution, de développement et de progrès qui, en l'espace de 2 ans, sont capables de faire un robot humanoïde fonctionnel, complet. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Il faut absolument qu'on suive ça et qu'on comprenne ce qui se passe. Ça évolue très vite. On voit des machines spécialisées dont les prix diminuent, dans lesquelles on va ajouter un peu d'intelligence, donc des robots spécifiques pour les différentes tâches. Et puis après, on voit aussi apparaître des robots qui sont généralistes. Ils vont avoir la capacité de s'adapter à l'environnement. Et dans des environnements qui sont souvent dans nos opérations, qui sont des environnements qui sont très différents les uns des autres et qui peuvent bouger d'une journée à l'autre, etc., c'est intéressant d'avoir des robots qui peuvent s'adapter aux circonstances. La robotisation ne se limite pas aux usines de voitures. Elle s'invite dans nos rues, nos immeubles, notre quotidien, finition intérieure, peinture, plâtre. Elle peut radicalement accélérer les livraisons de logements. Il est important pour Bouygues Construction de bien comprendre les tendances qui vont modifier
nos façons de concevoir et construire les ouvrages, parce que la productivité, la compétitivité et l'attractivité de notre entreprise dépendent de notre capacité à capter ces tendances. Plus les métiers viendront eux-mêmes constater et observer ce qui se passe ici et ailleurs, je pense plus on aura de chances d'être en avance et en pointe sur le sujet. Vitesse, coût et itération, l'enjeu n'est plus seulement de savoir faire, mais de savoir collaborer. La Chine s'est déjà mise en ordre de marche. Le groupe doit à son tour se préparer à adopter cette révolution robotique. Voilà pour ce petit film. Alors peut-être en conclusion, Christophe, donc nous sommes à la direction de l'innovation du groupe et donc on s'empare de ce sujet. Absolument. Et donc, nous avons intégré avec Vandercraft un groupe de travail en France, composé certainement d'un grand nombre de vos entreprises, puisque le groupe de travail a été lancé la semaine dernière à l'initiative du CEA, où on retrouve Renault, bien sûr, avec le produit de Vandercraft qui avance très fort, avec La Poste, EDF, Stellantis, le groupe Vive, voilà, 24 industriels qui cherchent à raisonner ensemble dans ce mouvement qui avance très fort. Bah bravo, un beau duo, beau quintet, parce que là, je vais rappeler tout le monde, restez là, hein, c'est vraiment impressionnant. On peut d'abord vous applaudir et vous remercier. Merci.